Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe Actu TV. 39 000 milliards de dollars, c'est le chiffre vertigineux de la dette publique américaine, un record absolu qui dépasse désormais la richesse produite chaque année par le pays. Au même moment, à Washington, le Congrès s'enferme régulièrement dans des blocages institutionnels violents qui menacent de paralyser l'État, tandis que dans la rue, les fractures identitaires, sociales et culturelles dessinent la carte d'une nation qui ne se parle plus. On a un problème de son. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît, en régie? On a un problème. C'est bon pour toi? Vous entendez des échos ou pas? Non? Oui, j'entends un petit écho. Oui, il y a un problème du Sud global à l'importance commerciale de l'Asie. Le monde semble désormais s'organiser sans, voire contre Washington. Alors, la question n'est plus taboue. L'Empire américain a-t-il entamé une chute inexorable? Le compte à rebours vers son effondrement a-t-il commencé? Cette interrogation prend une résonance toute particulière depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Entre remise en cause des institutions... Des blocs sociaux différents, des blocs sociaux et politiques différents. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est que la polarisation contemporaine reflète en partie ces polarisations passées. On remarque que la base essentielle du président actuel est une base essentiellement concentrée dans le sud des États-Unis parmi les jeunes hommes blancs, ou du moins l'était jusqu'à récemment, qu'il y a un très fort relent raciste et xénophobe et raciste, et sexiste d'ailleurs, au sein de cette population qui a voté Donald Trump au pouvoir, et qui est en écho avec les divergences et polarisations et les violences du passé, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu l'assaut sur le Capitole le 6 janvier, il y a quelques années de ça, un des hommes qui est rentré, un des criminels qui est rentré au sein du Capitole portait un drapeau des confédérés américains, c'est-à-dire des États du Sud américains. Donc il y a certaines continuités dans le temps, idéologiques, des continuités politiques qui nous renseignent en fait sur certains éléments de base des fractures permanentes de la société américaine. Fracture autour de la race, fracture autour du genre, mais aussi, il me semble c'est important, fracture autour de la question de classe. Ce qui distingue les États-Unis aujourd'hui, me semble-t-il, entre autres, par rapport à, par exemple, les années 1945, de 1945 jusqu'aux années 1980, c'est les extrêmes formes d'inégalité économique et sociale qui se sont installées dans le pays, et l'émergence d'une oligarchie financière et une oligarchie techno-scientifique, en partie techno-fasciste d'ailleurs, qui aujourd'hui domine le pays. Est-ce que justement cette paralysie politique intérieure, où les deux parties se décrivent comme des menaces existentielles, ne rend pas l'allié américain structurellement illisible et instable pour le reste du monde? Évidemment, nous sommes dans une période particulière de très grande instabilité politique internationale du fait du comportement, disons-le poliment, erratique de l'administration actuelle qui cherche à imposer par la force, par la violence, par le diktat, les politiques états-uniennes de cette administration sur le reste du monde. On pense à la manière dont Donald Trump veut annexer le Groenland, où il a menacé d'annexer le Canada, la manière dont il a fait similairement pour le Panama, l'invasion du Venezuela faisant suite à tout cela, et bien sûr sa guerre en Iran plus récente qui continue aujourd'hui. L'idée que la force, cette administration est guidée par l'idée que la force, c'est-à-dire l'avantage comparatif militaire américain dans les relations internationales, est l'outil privilégié pour la résolution des conflits qui sont au fond des conflits politiques, n'est-ce pas? Et cette utilisation de la force, cette prééminence de la force dans la pensée politique de l'administration actuelle engendre de l'anarchie au niveau international. Anarchie dans le sens qu'il n'y a plus d'autorité légitime reconnue
dans le système international qui puisse inhiber le comportement agressif et unilatéral des États-nations. Anarchie donc dans le sens étymologique et littéral du terme. Donald Trump est un symptôme d'une dérive générale vers l'anarchie, mais aussi un acteur principal, est devenu un acteur principal, disons, d'initiation, d'approfondissement de cette tendance vers l'anarchie dans le monde. Effectivement, les États-Unis aujourd'hui, pour beaucoup d'alliés et de rivaux des États-Unis, n'est pas ni un partenaire, ni un rival stable, mais un facteur est devenu, sous Trump, un facteur d'instabilité permanente et très grave pour le système international. Si le compromis démocratique est rompu chez eux, le scénario d'une forme de sécession juridique ou de paralysie fédérale totale d'ici 10 ans est-il devenu crédible? Je pense que ce qui est crédible aujourd'hui, c'est une situation dans laquelle les luttes politiques et idéologiques, mais surtout politiques, vont s'intensifier aux États-Unis dans les années prochaines, dans les années à venir, et que ces luttes vont prendre des formes sans doute de plus en plus radicales, peut-être même violentes. On a vu beaucoup de violences déferler dans les rues des différents États américains du fait de l'action de l'administration. Cette violence ne disparaîtra pas avec la disparition de cette administration, puisque la base essentielle de Donald Trump, qui reste sa base, qui est à peu près 30% de l'électorat, n'est-ce pas, sera dans une situation de marginalisation après la défaite supposée de son successeur. Je suis en train de me projeter dans un avenir incertain. Nous ne savons pas ce qui va se dérouler. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la nature des relations en société ont changé de façon fondamentale. Et effectivement, les deux camps se voient non pas comme des camps politiques engagés dans des dialogues politiques même durs, mais comme des camps ennemis, des rivaux dans des luttes existentielles. Et évidemment, dans ce cadre-là, il y a des très grandes imprévisibilités à ce qui se passera au niveau domestique aux États-Unis. Très peu d'analystes objectifs aujourd'hui estiment qu'il est possible d'avoir une situation d'un retour au statu quo ante. Il faudra reconstruire et refaire. Comment reconstruire et comment refaire aujourd'hui, personne ne le sait. Après 1945, Washington a construit l'ordre mondial, ONU, OTAN, Bretton Woods, pour asseoir son hégémonie. Pourtant, Donald Trump critique aujourd'hui très régulièrement les Nations Unies, les institutions multilatérales, la Cour pénale internationale et ses alliés historiques. Le slogan America First est-il devenu une véritable rupture avec l'ordre international d'après-guerre? Assistons-nous à une remise en cause du système international lui-même ou seulement à une volonté américaine de le remodeler selon ses propres intérêts? Non, là, je pense que vous avez mis le doigt sur un phénomène important, c'est-à-dire il y a une remise en cause fondamentale. Et cette remise en cause fondamentale exprime quelque chose de profond dans la trajectoire globale du pays. En 1945, les États-Unis, du fait même de la nature de la Seconde Guerre mondiale, sont devenus la première puissance mondiale, de très loin devant l'Union soviétique au plan économique et technologique, et se sont internationalisés. Et dans ce processus d'internationalisation, il y a eu internationalisation économique, internationalisation militaire, parce que du fait même de la guerre, ils ont hérité d'un archipel globalisé de bases militaires fixées, flottantes, qu'ils n'ont jamais délaissées. Politique, parce qu'ils ont ils ont initié la construction d'alliances militaro-politiques en Europe ainsi qu'en Asie orientale et ailleurs, au Moyen-Orient aussi, et bien sûr aussi institutionnelle. Ils ont eu l'intelligence, il faut le dire, c'est d'abord sur Roosevelt, mais après ses successeurs aussi, de construire un système institutionnel ou d'aider à construire, parce que d'autres acteurs étaient présents, un système institutionnel international, l'ONU et les différentes agences de l'ONU, le Fonds monétaire international, ce qui est devenu la Banque mondiale, the Bank for Reconstruction and Development,
Ils ont eu cette intelligence institutionnelle, créer des institutions stables de gouvernance économique mondiale qui, évidemment, reflétaient les intérêts des États-Unis à ce moment-là, des intérêts qui sont devenus des intérêts permanents, car les institutions dominaient ces institutions-là. La déconstruction de ce système, voulu, délibéré, de la part de cette administration aujourd'hui, est plus forte que dans le passé, mais elle n'est pas entièrement nouvelle non plus. Il faut se souvenir que sous l'administration George W. Bush, dans les années 2000, avec la guerre en Irak en particulier, l'invasion de l'Irak en 2003, avait tenté de remodeler le système institutionnel international pour assurer une hégémonie globale des États-Unis sans autorité capable de le restreindre, donc de diminuer le rôle de l'ONU et des institutions de l'ONU. Aujourd'hui, on assiste à un effort de démantèlement général. Soit Donald Trump veut mettre fin à la participation américaine aux institutions internationales que ses prédécesseurs lointains ont construit dans l'objectif d'assurer, de pérenniser la puissance américaine. Il essaie de s'en retirer. Je crois que cela reflète, de se retirer et de les déconstruire. Je crois que cela reflète le fait qu'il y a quelque part une reconnaissance dans l'administration actuelle que les États-Unis sont en déclin relatif, que effectivement, comme vous l'avez dit tout à fait au début, l'Empire est lentement mais sûrement en train de perdre sa primauté. Et c'est un processus lent, n'est-ce pas? C'est pas un processus très rapide. Et que dans ce cadre-là, que les nationalistes américains, les ultranationalistes américains, états-uniens, veulent s'assurer des marges de manœuvre et d'éliminer les contraintes institutionnelles, même faibles, qui pourraient peser sur l'action souveraine des États-Unis. Mais justement, en détruisant les règles qu'elle a elle-même édictées, l'Amérique ne détruit-elle pas le cadre juridique qui légitimait sa propre puissance? Oui, absolument. Pour le dire tout à fait clairement, la présidence actuelle n'a que faire de la légitimité. Il ne cherche pas la légitimité. Vous avez raison, la légitimité est quelque chose de très important dans les relations internationales, d'ailleurs comme dans la construction des régimes politiques domestiques, n'est-ce pas? La légitimité ressort de la production par les États puissants, et surtout par les États hégémoniques, de biens publics internationaux. Et ces biens publics justifient la puissance, n'est-ce pas? Sans cette justification de la puissance, il n'y a pas de légitimité. Or, cette administration n'a que faire de la légitimité. La seule chose qui, à ses yeux, compte, c'est non pas la légitimité morale, mais la force. La force. Might is right. La force fait le droit. Non pas la force qui plie son genou devant le droit, mais la force fait le droit. Et c'est une philosophie primitive, c'est une philosophie hobbesienne, mais dans un sens très cru, qui, in fine, va évidemment aboutir à une délégitimation générale des États-Unis dans le système international, et comme je l'ai dit au départ, à une accentuation de l'anarchie. Mais à quoi ressemble un monde où la puissance dominante refuse d'être l'arbitre? Va-t-on vers un retour à la pure loi du plus fort à l'échelle globale? Quand on analyse l'état du monde aujourd'hui, de l'espace mondial aujourd'hui, au niveau politique, toute une série d'acteurs aujourd'hui délégitiment le droit, sont en train de déconstruire le droit. Je pense aux États-Unis sous Trump, je pense à Israël sous Netanyahou et la coalition extrême droite sous Netanyahou, je pense à la Russie de Poutine. Il y a toute une série d'acteurs qui aujourd'hui, justement, rentrent dans le cadre de cette lutte pour le pouvoir qui passe exclusivement par la puissance. D'autres acteurs, tels que la Chine, ont un discours qui est un discours d'adhésion aux normes internationales, au droit international et aux institutions internationales, cherchant à, quelque part, se distinguer de façon importante des États-Unis. Mais le comportement, il faut quand même souligner le fait que le comportement de la Chine en mer de Chine du Sud, ses prétentions de suzeraineté sur la mer de Chine de l'Est, sont des prétentions quand même hégémoniques eux-mêmes. Donc,
elle-même. Donc on est dans un monde où il n'existe pas vraiment d'acteurs en mesure de contrecarrer ces projets. L'Union européenne pourrait, en théorie, si elle avait une vision plus unifiée, plus claire et plus ferme sur la question du droit, pourrait peut-être se placer dans cette position-là, mais il le fait que très rarement et dans la désunion quasiment permanente. Parlons de l'économie de la dette. Les États-Unis vivent largement à crédit grâce au statut du dollar, mais la classe moyenne s'effondre sous le coup des inégalités. La politique commerciale de Donald Trump, marquée par les droits de douane et les tensions avec la Chine, l'Europe et les partenaires historiques, peut-elle vraiment protéger l'économie américaine ou risque-t-elle d'accélérer les fractures économiques mondiales? Alors, la question de la dette américaine est une question importante. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui s'endette avec sa propre monnaie, n'est-ce pas? Et donc, ils ne sont pas redevables des pressions typiques, ou habituelles, disons, des débiteurs vis-à-vis des créditeurs. Habituellement, dans une situation similaire, entre un créditeur, disons, occidental et un débiteur du Sud global, les conditions imposées par les créditeurs auraient un impact sur la position du débiteur. Du fait du rôle du dollar dans la finance internationale, les États-Unis ne se trouvent pas sous cette contrainte. C'est le privilège exorbitant dont parlait Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 qu'ont les États-Unis d'émettre leur dette dans leur propre monnaie. Est-ce que nous sommes devant une crise de ce système-là? Je ne le pense pas, du moins pas dans le court terme. Le dollar reste aujourd'hui la monnaie de réserve internationale dominante de très loin. À peu près 60%, près de 60% des réserves des banques centrales sont en dollars US. Les échanges commerciaux internationaux sont de très loin dominés par le dollar aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on est à près de 70-80% des échanges qui sont libellés en dollars. Et donc, les États-Unis ne sont pas prêts de perdre la position qu'ils ont acquise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? C'était une situation de fait, comme bailleur initialement, puis aujourd'hui débiteur, essentiellement du système international, dans leur propre monnaie. Et aucun pays n'est en mesure aucun pays ou aucune coalition de pays de remettre en cause cette situation. La Chine aujourd'hui tente prudemment d'internationaliser le yuan, mais c'est un processus très lent, c'est un processus très précautionneux. L'euro représente à peu près 30% des réserves des banques centrales, mais les Européens n'ont pas la solidité politique, l'unité politique, ni d'ailleurs la profondeur des marchés qui leur permettrait de supplanter le dollar. Donc je ne vois pas de danger dans le court terme d'une crise de la dette externe des États-Unis. Une crise interne, par contre, une crise financière interne qui aurait des effets globaux, qui aurait un effet de contagion mondiale comme en 2008, 2009. Ça, c'est tout à fait envisageable, étant donné les immenses volumes spéculatifs qui sont actuellement investis dans l'intelligence artificielle et dans d'autres secteurs très spécifiques de l'économie et qui ne sont pas nécessairement des investissements tenables à moyen terme. Donc une crise interne, oui. Et puis finalement, les fractures socio-économiques américaines ne font que s'amplifier. Et ces fractures-là, les inégalités qui sont sans doute plus graves que celles de la fin de la République romaine, de la République romaine dans les temps anciens, vont un jour ou l'autre avoir un effet politique dévastateur aux États-Unis. Vous écrivez souvent sur l'économie politique mondiale. Est-ce que cette agressivité commerciale et l'usage massif des sanctions ne poussent pas le reste du monde à accélérer la dédollarisation pour se protéger de Washington? Oui, effectivement. La politique particulièrement agressive de diktat de l'administration Trump pousse les décideurs à chercher des alternatives, en particulier au système de paiement
international que dominent les États-Unis. Je pense au système SWIFT qui régule les paiements internationaux aujourd'hui, qui domine le système des paiements internationaux aujourd'hui. Je pense aussi aux choses un peu plus simples, mais qui sont devenues évidentes. Les cartes de crédit, n'est-ce pas? American Express, Visa et Mastercard sont des firmes américaines qui contrôlent pour l'essentiel du marché mondial des cartes de crédit et donc des opérations financières des particuliers. Et donc, dans les deux cas, l'agressivité extraordinaire de l'administration Trump au niveau commercial et politique pousse les autres acteurs à se sortir de ces systèmes-là, qui sont des contraintes, qui sont devenus des contraintes. Avant, ils étaient considérés comme des choses qui facilitaient, des institutions qui facilitaient les transactions. Aujourd'hui, ce sont devenus des contraintes et potentiellement des menaces, n'est-ce pas? Parce que à tout moment, les États-Unis peuvent utiliser ces institutions-là comme armes contre des individus, des groupes ou même des États. On l'a vu dans les sanctions à l'encontre des juges de la Cour pénale internationale en Europe. Donc l'Europe réfléchit aujourd'hui à un système de paiement autonome, hors Visa, hors Mastercard, hors American Express, et ça sera fait. Les Européens, sur ce plan-là, sont unifiés. La Chine a déjà son propre système de paiement autonome. La Russie aussi, mais l'économie russe, c'est une petite économie par rapport aux deux que je viens de mentionner. Donc oui, il y a une dédollarisation, ou plutôt des tentatives multiples de sortir des contraintes potentielles que représente le système financier construit par les États-Unis et qui pourrait poser problème à l'avenir pour ces grands ensembles. Le dollar ne disparaîtra pas pour autant. Hein. Les empires, les longues agonies d'empire sont longues, n'est-ce pas? Il a fallu des décennies avant que l'Empire britannique décline après la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas? Ce n'est que dans les années 60 et 70 qu'on vit la véritable fin de l'Empire britannique, de même pour l'Empire français. Je ne pense pas à un moment cataclysmique, mais des petits moments comme ça, où je pense effectivement, il y a un mouvement dans ce sens-là, et c'est un mouvement, me semble-t-il, irréversible, parce que la confiance dans les États-Unis aujourd'hui a été structurellement rompue. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve mondiale hégémonique, l'économie américaine peut-elle survivre à sa propre dette, s'effondrer? C'est dans un scénario purement hypothétique. Le dollar, c'est d'être le moyen de paiement international prédominant et que les États-Unis ne pourraient plus lever des fonds pour payer leurs dettes. Les États-Unis seraient acculés à une crise de la dette externe analogue à celle de tout pays, grand ou petit, dans une situation de crise de la dette structurelle, n'est-ce pas? Je pense au Mexique en 1982, je pense à l'Argentine en 1994, ou d'autres pays de ce genre-là. Bon, je veux dire, qui ont fait face à ce genre de problème. Effectivement, mais il faudrait à ce moment-là, d'abord, il faut que les conditions structurelles soient présentes pour que le monde aille d'un système à un autre. Nous n'y sommes pas encore là. Nous n'y sommes pas. Ça impliquerait une crise très profonde, très durable de la société américaine. Peut-être que des esprits éclairés là-bas sauront gérer la question de la dette un peu plus intelligemment qu'ils ne l'ont fait jusqu'ici dans les décennies à venir. L'avenir nous dira. Venons-en au Moyen-Orient, véritable baromètre de la puissance américaine. Beaucoup estiment que le soutien presque inconditionnel apporté à Israël réduit la capacité des États-Unis à apparaître comme un médiateur crédible. Certains analystes vont affirmer que la politique américaine y est largement influencée par les priorités du gouvernement israélien. Comment analysez-vous la nature réelle de cette relation entre Washington et Tel Aviv et la confrontation actuelle avec l'Iran,
peut-elle encore être conduite par la diplomatie économique, un risque réel d'une guerre régionale beaucoup plus large impliquant directement les États-Unis? Les États-Unis sont déjà en guerre, n'est-ce pas? Donc, ils sont déjà en guerre dans la région, comme ils ont été en guerre dans la région dans les années 2000, comme ils étaient en guerre dans la région indirectement pendant les décennies avant ça, en soutenant des acteurs divers et variés par interposition, n'est-ce pas? Les États-Unis n'ont jamais été en réalité dans le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. Les conflits israélo-palestiniens ou israélo-arabes n'ont jamais été une partie neutre, n'est-ce pas? Et il y a toujours eu du côté de Washington, en tout cas à partir des années 60, à partir de Kennedy. Avant il y avait plus d'équilibre, mais à partir de Kennedy, de l'administration de Kennedy, les États-Unis ont aligné leurs propres intérêts sur ceux d'Israël, en estimant qu'Israël représentait une plateforme stratégique essentielle pour les États-Unis dans la région, en alliance avec un certain nombre d'autres pays alliés des États-Unis à l'époque, l'Iran du Shah, la Turquie à l'époque, donc, et quelques pétromonarchies sunnites du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite. Mais pas toujours, n'est-ce pas? Cette alliance-là, en 1973, a connu des hauts et des bas, hein, surtout des bas en 1973. Mais les États-Unis n'ont jamais été neutres dans ces histoires-là. Et l'alignement en des intérêts israéliens et des intérêts états-uniens au cours des décennies passées n'a fait que s'approfondir. On l'a vu en particulier sous l'administration Biden et l'administration Trump. Il y a eu des hauts et des bas sous Obama, parce qu'Obama a quand même tenté d'infléchir la politique de colonisation, mais de façon très inefficace, n'est-ce pas? La politique de colonisation dans les territoires. D'autres administrations ont montré leur désaffection avec Israël. Je pense à l'administration du père Bush, George H.W. Bush, vis-à-vis de Yitzhak Shamir lors de la conférence de Madrid. Mais pour l'essentiel, il y a eu un approfondissement des liens entre Israël et les États-Unis qui s'est manifesté de façon la plus flagrante sous Biden, plus récemment, et maintenant sous Trump. Cet alignement-là, c'était pas un alignement dans lequel Israël dicte sa politique aux États-Unis. Il y a un enchevêtrement plus complexe où des intérêts politiques domestiques américains interagissent avec Israël et interagissent avec la politique américaine dans la région. Israël est devenu, au fil du temps, une question de politique intérieure aux États-Unis. Et je ne suis pas en train, là, de parler de la communauté juive, parce que s'il y a un lobby israélien aux États-Unis, il n'y a pas de lobby juif, n'est-ce pas? Pour l'essentiel de la population juive aux États-Unis soutient le Parti démocrate plutôt que le Parti républicain et sont contre Donald Trump, par exemple. Et il y a une fracture aujourd'hui très importante au sein de la population juive aux États-Unis, de l'électorat juif aux États-Unis, sur la question d'Israël, sur la question non seulement du gouvernement, mais sur la question d'Israël, du fait du génocide à Gaza, mot qui est difficile pour eux d'employer, n'est-ce pas? Mais certains le font tout à fait clairement. La guerre, l'annihilation de Gaza, l'annihilation de Gaza a commencé à transformer la donne aux États-Unis au niveau de l'opinion. Et je pense que c'est très important. Il y a un phénomène, là encore, structurel encore, où pour la première fois, les derniers sondages de la Pew Institute, qui est un institut très réputé, n'est-ce pas, met en évidence une rupture entre la majorité de la population américaine et Israël, pas simplement le gouvernement Netanyahou, mais Israël. Une grande majorité, 60% de la population états-unienne aujourd'hui, estime que la cause palestinienne est plus défendable que la cause israélienne. 50% des jeunes républicains, n'est-ce pas? 50% des jeunes républicains estiment la même chose, et à peu près 75% des jeunes démocrates. Il y a eu un changement générationnel, ce qui aura un impact inévitable à l'avenir sur les politiques américaines vis-à-vis d'Israël. Netanyahou a sans doute aidé à initier la guerre contre l'Iran avec Donald Trump, le plus récent, n'est-ce pas?
sachant qu'il y avait ce basculement en cours aux États-Unis, il a sans doute pensé que c'était sa dernière chance pour aligner un président américain derrière lui dans une guerre préventive contre l'Iran. Donc il y a un changement en cours qui est un changement novateur. C'est un nouveau fait social et politique aux États-Unis qui aura des implications très importantes à l'avenir pour cette relation, mais aussi évidemment pour la position d'Israël dans le monde. Qu'a gagné Washington sur le plan stratégique à lier ainsi son destin et son image internationale au choix politique de Benjamin Netanyahou au détriment de ses relations avec le monde arabo-musulman? C'est-à-dire le monde arabo-musulman, comme vous le savez, est un monde divisé, ce n'est pas un monde unifié, n'est-ce pas? Il y a dans le monde arabo-islamique des États qui ont signé les accords d'Abraham, qui ont aligné leur propre politique sur celle des États-Unis en établissant des liens assez forts avec Israël, sous Netanyahou, n'est-ce pas, sous le gouvernement Netanyahou. Les Émirats arabes unis, par exemple, n'est-ce pas? En particulier, d'ailleurs, c'est pas par exemple, en particulier. Ce n'est pas le cas de l'Arabie saoudite de la même façon. L'Arabie saoudite est restée plus prudente dans ses positions, comme on le voit aussi aujourd'hui. Mais l'Arabie saoudite a hésité pendant assez longtemps sur la question palestinienne. Donc l'alignement de Trump pensait manifestement, pour parler de Trump d'abord et puis de façon plus structurelle, Trump pensait manifestement que sa guerre en Iran allait se dénouer très rapidement comme l'opération, comme il l'appelle, l'invasion du Venezuela qui a conduit au changement de la présidence vénézuélienne. Il a pensé que ça se déroulerait très facilement. Netanyahou l'a encouragé, le Mossad l'a encouragé à penser dans ce sens-là, en dépit du fait que les services de renseignement américains, le Pentagone, je parle des professionnels du Pentagone et non pas du ministre, les professionnels du Pentagone et les autres ont dit clairement au président des États-Unis que ce que les Israéliens poussaient les États-Unis à faire était une farce. C'est l'expression des directeurs américains. Donc, c'est un alignement un peu particulier Donald Trump. Mais plus profondément, à la fin de la guerre froide et dans les années qui ont suivi, les décennies qui ont suivi, les États-Unis ont en fait laissé complètement tomber la cause palestinienne, y compris au plan rhétorique, n'est-ce pas? Et c'était vrai aussi de certains régimes arabes. Ils écoutaient en cela leurs alliés arabes, leurs subordonnés arabes dans certains cas, leurs alliés et subordonnés arabes dans certains cas. La cause palestinienne est devenue une cause secondaire, sinon tertiaire, dans l'agenda diplomatique mondial. Il y a eu les déclarations rituelles inévitables sur la solution à deux États, mais les États-Unis n'ont jamais fondamentalement restreint les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, dans leur projet de colonisation de la Cisjordanie, et leur politique vis-à-vis de Gaza. Donc l'alignement avec Israël était conçu comme quelque chose on a un partenaire technologico-stratégique qui est idéologiquement proche de nous, qui correspond à un héritage. Il y a ça comme sous-texte. Il y a un sous-texte orientaliste, n'est-ce pas, qui a une civilisation qui fait partie du tronc commun des civilisations judéo-chrétiennes. Et tout ce discours-là, n'est-ce pas, qui a alimenté l'idée d'une unité des points de vue. Tout cela aujourd'hui est en crise du fait du changement de génération aux États-Unis et de l'extraordinaire brutalité des images de l'annihilation de Gaza qui ont alimenté aux États-Unis tous les réseaux sociaux. Le mal classique des empires moribonds, c'est le surmenage impérial. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine, arment Israël, sécurisent la mer Rouge et tentent de contenir la Chine en Indo-Pacifique. Face à ce multifront, Washington ne risque pas une rupture de ses capacités industrielles et militaires susceptibles d'affaiblir durablement sa puissance. Oui, évidemment, imperial overstretch, la surextension impériale, est un phénomène classique de tous les grands empires, n'est-ce pas? Plus on grandit, moins on a la capacité sur le long terme à gérer l'empire qu'on a construit, d'autant plus que l'empire, dans les zones les plus lointaines de l'empire,
il y a des événements qui ont lieu constamment, qui rappellent la nécessité de dépenser encore plus d'énergie, d'argent, de sang et d'or, n'est-ce pas? Évidemment, c'est un phénomène classique. Est-ce que les États-Unis sont dans Imperial Overstretch aujourd'hui? Oui, sans doute. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ce que fait l'administration Trump. Il tentait à l'origine de se désengager, en quelque sorte, à se désengager d'Europe, à se désengager du Moyen-Orient, en laissant Israël, les Émirats arabes unis, et peut-être, espérait-il, l'Arabie saoudite, comme gestionnaire des équilibres de la région. Il espérait aussi, au début, se désengager partiellement de l'Asie-Pacifique, de la zone Asie-Pacifique, en espérant, en voulant, en essayant d'imposer, en essayant d'imposer aux alliés des États-Unis dans la région un partage du fardeau beaucoup plus important au plan militaire et financier. Il se trouve aujourd'hui dans une situation où il a déstabilisé toutes ces relations. Il n'est pas en mesure de garantir la sécurité en Asie-Pacifique du fait de son déploiement en Iran, ou l'insécurité, parce que les États-Unis sont aussi un facteur d'insécurité. Il n'est pas en mesure aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en mesure structurellement d'endiguer la Chine. La montée en puissance de la Chine est un phénomène irréversible, technologique, économique, politique, géostratégique. Il est trop tard pour endiguer la Chine. S'ils avaient voulu endiguer la Chine, il fallait le faire il y a 25 ans. C'est beaucoup trop tard aujourd'hui. Ils peuvent essayer de contraindre la Chine. Ils peuvent essayer de limiter les ambitions de la Chine. Ils peuvent faire toute une série de choses, mais ils ne peuvent pas endiguer la Chine. La Chine est trop profondément encastrée dans sa région, économiquement, par des réseaux d'échange, des réseaux financiers, des réseaux politiques et diplomatiques. Ce qu'ils essayent de faire sous Trump, c'est peut-être d'arriver... C'est très difficile de savoir exactement ce que veut vraiment cette administration, mais sa dernière réunion avec Xi Jinping à Busan, en Corée, semblait indiquer, on a d'autres signes qui vont dans ce sens, qu'il voudrait quand même un accommodement avec la Chine qui lui permettrait de se désengager plus avant de l'Asie-Pacifique pour se concentrer sur l'hémisphère ouest, sa priorité idéologique principale. Se désengager, ça veut dire quoi? C'est peut-être renoncer à une prédominance stratégique américaine dans la région, peut-être renoncer à l'unipolarité américaine qui était la leur dans cette région pendant très longtemps. Arriver non pas à un règlement général avec la Chine, mais un accommodement dans une configuration qui, comme Trump l'a dit lui-même, serait une forme de G2, non pas un G7, mais un G2. Donc oui, la surextension implique des choix de ce genre-là. La question, c'est quel choix et comment. Ils ne peuvent pas aujourd'hui gérer à la fois les guerres qu'ils mènent eux-mêmes au Moyen-Orient, les grands équilibres en Asie-Pacifique, la question européenne et russe, et maintenant l'enjeu qu'ils ont fixé eux-mêmes de dominer tout l'hémisphère ouest. Justement, si Washington doit choisir ses fronts par manque de moyens d'ici quelques années, quel axe sera sacrifié? L'Europe et l'Ukraine ou l'Asie face à la Chine? Là, je pense que sacrifier, je ne sais pas, parce que peut-être que ça conduira à une certaine forme de libération pour ceux qui sont sacrifiés. Oui. L'Europe, bien sûr, en premier. L'Europe en premier. Pour des raisons qui sont des raisons curieuses, Donald Trump et son équipe ont une certaine forme de détestation, de mépris pour l'Europe, qu'ils voient comme ayant renoncé d'abord au niveau culturel et civilisationnel, comme ils disent, à son héritage blanc et chrétien. Ils voient l'Europe comme un espace de décadence, dans laquelle des millions, des hordes d'immigrés bruns, noirs et jaunes arrivent constamment pour diluer la culture d'origine européenne. Ils voient l'Europe, pour être peut-être un peu plus précis, ils voient aussi dans l'Europe quelque chose de plus problématique pour eux, c'est que l'Europe est un espace de régulation. L'Europe est un espace potentiel de régulation, du moins, sur les technologies, sur la question des normes environnementales, sur les questions de toute une série de normes
que rejettent absolument les souverainistes américains aujourd'hui. Et en fait, en attaquant l'Europe sur les questions civilisationnelles, ils essaient d'affaiblir l'Europe pour d'autres raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en leur propre discours racisant, racisé, civilisationnel. Ils y croient profondément, mais que leur objectif stratégique, en essayant d'affaiblir l'Europe, en soutenant les droites extrêmes un peu partout, c'est non pas d'imposer la croix celtique partout, mais plutôt de fracturer l'Europe pour pouvoir limiter les potentiels du continent. Donc l'Europe tout d'abord, n'est-ce pas? L'Europe tout d'abord. Et puis pour l'Amérique latine, je crains pour l'Amérique dite latine, l'Amérique du Sud, puisque les États-Unis ont des moyens de pression à la fois militaire, économique et politique dans la région qui sont très importantes. Il y a toute une série de gouvernements des droites extrêmes qui ont pris le pouvoir dans un certain nombre de pays, y compris en Argentine, des pays importants. Et donc, il y a des affinités qui se construisent là. Et l'objectif états-unien là, c'est d'expulser la Chine de l'hémisphère ouest. Je ne pense pas qu'ils réussiront, puisque là encore, la Chine a établi des liens économiques très profonds de commerce et d'investissement très profonds, mais ils réussiront à limiter la présence chinoise comme ils l'ont fait au Panama. Mais donc l'Amérique latine, centre de prédilection, l'Europe, zone dite sacrificielle, pour utiliser le terme que vous avez utilisé. Mais je pense qu'in fine, pour l'Europe, ce n'est pas nécessairement une très mauvaise chose, parce qu'il va bien falloir qu'un jour l'Europe sache construire quelque chose qui ressemble à une véritable institution politique autonome. Une émancipation, en somme. Pour autant, l'Amérique a des atouts géants. Premier producteur mondial de pétrole et de gaz, contrôle absolu de l'innovation technologique qu'il y a, Silicon Valley, et une agilité historique du capitalisme américain à se réinventer. Face à la montée en puissance des BRICS, de la Chine, de l'Inde et d'autres puissances émergentes, les États-Unis peuvent-ils encore préserver leur position dominante ou sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle ère multipolaire? Alors, effectivement, il ne faut pas sous-estimer l'économie américaine, n'est-ce pas? L'économie américaine montre des signes de puissant dynamisme dans des secteurs importants, n'est-ce pas, stratégiquement importants, l'intelligence artificielle en particulier, mais pas seulement, la révolution informatique dans son ensemble, n'est-ce pas, où ils sont leaders. Ils ont des capacités effectivement de rebondissement très important, on l'a vu régulièrement au cours des 30 ou 40 dernières années, au moment où des gens réfléchissaient sur ou estimaient que les États-Unis étaient en déclin terminal dans les années 80, 70 et 80, en fait, ils ne l'étaient pas du tout, c'était l'Union soviétique qui l'était. Mais cette capacité à la fois technologique et scientifique, et donc militaire, parce que tout ça a des applications militaires, ne leur donne pas une prédominance mondiale incontestable aujourd'hui. Ils sont en avance dans tous ces domaines, mais ils n'ont pas une avance insurmontable. Au contraire, la Chine n'est pas loin. La Chine est en fait très proche dans tous les secteurs technologiques clés. La Chine est à la frontière technologique, sauf dans les puces, n'est-ce pas? Sauf dans les puces. Et ça viendra. Ils sauront, je pense, inévitablement, produire à terme des puces de qualité similaire, peut-être pas identique, mais similaire aux puces américaines les plus avancées. Donc il y a la Chine qui concurrence, il y a l'Europe qui peut s'organiser à d'autres niveaux. L'Europe n'a, semble-t-il, n'a pas investi à temps dans ces domaines-là. Il ne pourra pas rattraper son retard directement, mais il pourra investir dans d'autres domaines technologiques de pointe qui assureront une présence importante dans l'économie technologique mondiale. Sur les technologies vertes, n'est-ce pas? Le fait que les États-Unis soient le premier producteur mondial de pétrole, et maintenant contrôlent le pétrole et la production des hydrocarbures au Venezuela, par exemple, n'est pas nécessairement un signe de force. C'est un signe de force s'ils pouvaient transformer ça en contrainte contre les autres, n'est-ce pas? Et ils pourraient peut-être éventuellement le faire. Mais l'avenir n'est pas là. L'avenir, ce sont les technologies vertes. Et la Chine a très bien compris cette dimension du long terme. La Chine est le premier producteur mondial de très loin
des panneaux solaires dont la qualité augmente d'année en année. La Chine est le premier producteur et utilisateur mondial des wind power. Wind power. How do you say wind power in French? Non pas de l'hydraulique, mais du vent. L'éolienne, hein, les éoliennes. Oui, voilà, éolienne, excusez-moi. Hydrogène aussi, non? C'est le premier producteur des éoliennes, de forte capacité, et donc ils ont une très forte, et bien sûr, c'est devenu le premier producteur mondial des voitures électriques, n'est-ce pas? Et de qualité, des voitures électriques de qualité qui concurrencent Tesla et qui concurrencent les grandes firmes allemandes. Et donc on est là. Il y a différentes formes de frontières technologiques et dans certains domaines, la Chine est en avance. Dans ces domaines-là des technologies vertes, l'Europe pourrait très bien se placer de façon importante dans des créneaux qui sont des créneaux d'avenir qui pourraient la placer dans le jeu mondial économique. Sur la question des hydrocarbures, les États-Unis, l'avantage comparatif qu'ils ont aujourd'hui peut devenir demain un désavantage comparatif dans une économie mondiale restructurée, du fait de la nécessité de sortir des hydrocarbures pour deux raisons. Première raison, des raisons écologiques, et deuxième raison, des raisons sécuritaires. Ou si vous voulez, on peut inverser ça. La première raison, des raisons sécuritaires, et la deuxième raison, des raisons écologiques. Alors, justement, sur cette capacité de résistance, est-ce que le salut de l'Amérique ne passera pas par une forme de repli nationaliste et protectionniste hyper technologique, une sorte de forteresse américaine déconnectée des crises du reste du monde, maîtresse de ces technologies? Je ne pense pas que les États-Unis soient prêts d'abord à ce genre de renoncement. Renoncer à 70 ans, 80 ans de prédominance mondiale est une chose extrêmement difficile. Les grandes puissances admettent, les très grandes puissances admettent très difficilement que le début de la fin de leur ère de prédominance a commencé. Donc je pense que les élites, entre guillemets, n'est-ce pas, les cercles dirigeants économiques et politiques américains ont beaucoup de mal à accepter une perspective de ce genre-là. Donald Trump, lui-même, ultranationaliste, protectionniste, souverainiste, ne l'accepte pas, n'est-ce pas? Il recherche une certaine forme de prédominance par la force, par la pure force. Donc je ne pense pas. Non, ce que je pense, c'est que la question qui est posée, au fond, c'est est-ce que les États-Unis sont capables de devenir un pays normal? Un pays sans ambitions impériales, un pays qui choisit d'être plus normalisé dans le système international, qui s'accommode du droit international, ou plus même, qui deviendrait un soutien important avec d'autres, bien sûr, en coopération avec d'autres, du droit international, du droit humanitaire international, et qu'ensemble on produise des biens publics globaux essentiels. Ceci, diminuer l'empreinte de l'Empire conduirait ipso facto à une croissance des niveaux de vie aux États-Unis. On l'a vu avec l'Empire britannique et l'Empire français. Est-ce que les Britanniques allaient moins bien après l'Empire? Au contraire, ils allaient beaucoup mieux. C'est pendant l'après-Empire que la Grande-Bretagne a fleuri au niveau économique. C'est après l'Empire que la France a connu son grand décollage économique. Mais pour vouloir transformer les États-Unis dans ce sens-là, il va falloir un long processus d'érosion, un processus qui conduise à une reconceptualisation de leur rôle dans le monde. Il faudrait que la cosmologie, j'ai appelé ça dans mes livres, que les cosmologies impériales qui ont guidé leurs pensées, comme les pensées des empires européens ou japonais avant eux, que leur cosmologie impériale cesse d'être la pensée prédominante qui structure souterrainement leur politique internationale. Ça prendra du temps. En conclusion, le monde assiste-t-il au début d'un déclin durable de l'hégémonie américaine ou simplement une transformation brutale, plus transactionnelle de la manière dont les États-Unis exercent leur puissance? Mais je pense qu'on ne peut pas, si c'est plus brutal et plus transactionnel, on ne peut plus parler
on ne peut plus parler d'hégémonie. L'hégémonie implique le mot lui-même, l'étymologie grecque du mot implique de diriger. Mais de diriger dans un sens où il y a combinaison de la morale, que ceux qui sont dirigés, acceptent la primauté morale du dirigeant, n'est-ce pas, du gouverneur. Que le gouverneur et gouverné sont liés dans un pacte de, non seulement moral, mais dans une certaine forme de coexistence et d'interdépendance nécessaire. Le mot hégémonie veut dire ça. Donc, on l'utilise à tort et à travers dans nos discussions. On mélange hégémonie et empire. On dit que c'est une hégémonie, c'est un empire. L'hégémonie américaine n'est plus aujourd'hui. Il y a un empire qui est un empire en crise, qui se débat de façon, c'est mon diagnostic, de façon un peu frénétique pour essayer de sortir des contraintes qui sont des contraintes construites au fil du temps, qui le fait de telle manière à accentuer le problème qu'il essaye de résoudre, n'est-ce pas? Et que la capacité des États-Unis à diriger au sein des institutions internationales, au sein des alliances traditionnelles historiques des États-Unis, au sein même simplement des négociations internationales les plus élémentaires, n'est-ce pas? Cette capacité-là, Donald Trump on est la dernière expression, Donald Trump a fini de mettre fin à cette forme de politique américaine internationale, à cette hégémonie-là. Parce qu'imaginez-vous, demain matin, un président démocrate arrive et annonce au monde, voilà une nouvelle ère de coopération, d'interdépendance, de production de biens publics mondiaux, on met fin aux guerres, et que 4 ans plus tard, une nouvelle administration républicaine ultranationaliste soit réélue. Le reste du monde ne peut plus compter sur quelque chose de durable aux États-Unis, qui soit suffisamment stable, sur lequel fonder une politique internationale à long terme. Donc ils n'ont plus l'hégémonie, ils ont un empire qui n'est pas vacillant, mais qui est fracturé, qui est en train, qui subit des soubresauts, et tout ce que l'on voit aujourd'hui, de la guerre commerciale jusqu'à la guerre en Iran, ce sont effectivement des soubresauts de fin d'empire, mais comme je vous l'ai dit, les fins d'empire, ça peut durer longtemps. Nous sommes devant donc une situation internationale qui, dans les décennies à venir, dans les années à venir, les décennies à venir, sera, à mon sens, de plus en plus difficile à gérer. Un grand merci, cher Philippe Gollub, d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui sur notre plateau. Merci infiniment. Merci à vous. Merci également à vous tous de nous avoir suivis sur Observe Actu. Prenez soin de vous.